Madame, Monsieur, bonjour. Les élections régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochains sur fond de crise sanitaire. À quoi sert le Conseil régional? Quels sont ses champs de compétences? 6 ans après le redécoupage, la fusion du Poitou-Charentes, du Limousin et de l'Aquitaine est-elle une réussite? Une région, pourquoi faire? C'est le thème aujourd'hui de Dimanche en politique, diffusé sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Et pour décrypter cette grande région, 3 invités. Jean Petot, tout d'abord sur le plateau, politologue à Bordeaux. Bonjour Jean. Monsieur Pascal Chauchefoin, en direct de notre studio de Poitiers, enseignant-chercheur en économie à l'Université de Poitiers, et qui a coordonné la sortie du livre Nouvelle Région et Métropole, la grande transformation. Bonjour. Et enfin Luc Servant, président de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Alors Jean Petot, tout d'abord, un mot sur le calendrier. Mercredi, nous sommes sortis de ce confinement. Ces élections vont donc se dérouler normalement ou pas? Elles vont se dérouler déjà dans un mois pour un petit peu moins d'un mois, puisque ça sera le 20 juin pour le premier tour et le 27 juin. Alors normalement, en comparaison de ce qui s'est passé les dernières fois, c'est-à-dire la dernière fois c'était à l'hiver novembre-décembre 2015. Non, parce que il y a eu une campagne qui a eu lieu il y a 6 ans et qui a en particulier permis aux différentes forces en présence et aux candidats potentiels d'exposer, de se rencontrer avec des débats que vous avez organisés et d'autres. Alors ces débats vont pouvoir être maintenus parce que ça va se passer dans un cadre médiatique, mais la campagne de terrain, on ne peut pas dire qu'elle sera comparable à ce qui s'est passé il y a 6 ans et encore antérieurement en 2010 puisque c'était la précédente édition. Donc pas de meeting, pas de réunion publique. Ça va avoir quelles conséquences sur la campagne? Je pense que ça va avoir des effets directs sur, à nouveau, ce qu'on a connu pour les élections municipales, la mobilisation, la participation électorale. Et d'ailleurs, ça va être intéressant de constater, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une deuxième élection le même jour. Cette fois-ci, les départements sont aussi renouvelés, tous les départements. Et donc, les électeurs devront voter 2 fois le même jour, dans 2 salles différentes, dans le même bureau de vote, certes, mais ne pas oublier de voter 2 fois, et vous verrez, on pourrait prendre les paris, que la participation sera d'ailleurs pas identique entre l'une ou l'autre des élections. Je ne sais pas laquelle gagnera, mais il n'y aura pas forcément les gens qui iront voter 2 fois le même jour. Et à ce stade, votre analyse concernant les dates des 20 et 27 juin, ça restait le meilleur calendrier? Non. Étant donné le contexte sanitaire, évidemment. Peu importe mon opinion, je pense qu'il aurait été plus sage, sans doute, de remettre ça à l'automne. D'autant qu'il y a eu toute une bagarre sur le calendrier, changement des dates par rapport. Je rappelle quand même, pour que tout le monde comprenne bien, que le mandat d'un conseil régional, d'une mandature, c'est 6 ans, et que le terme normal de cette mandature, c'était novembre-décembre 2021. Donc tout le débat sur on a bougé les dates, faut-il les bouger ou pas, c'était un peu, on l'avait déjà fait en les avançant au mois de mars. Luc Servant, vous êtes Charentais-Maritime. Il y a 5 ans et demi, la région a changé de dimension. Ça a été un moment important. Alors pas simplement la Nouvelle-Aquitaine, toutes les régions ont changé de dimension. Quelles étaient vos inquiétudes à l'époque? Tout d'abord, aviez-vous des inquiétudes par rapport à ce changement de contour? Alors effectivement, dans un premier temps, on est quand même passé de région à 3 ou 4 départements, 5 pour le plus grand, à une région à 12. Et donc la crainte, c'était qu'on assiste plutôt à une absorption d'une région qui était quand même plus importante, il faut le reconnaître, avec la métropole Bordeaux, qui aurait absorbé Poitou-Charentes et Limousin plutôt qu'à une réelle fusion et plutôt à assister à une nouvelle équipe. Et donc là, c'était vraiment nos inquiétudes. Mais dans l'organisation des chambres d'agriculture, on a une organisation qui fait que chaque département compte autant dans la nouvelle session, par exemple, de la chambre régionale. Chaque département a le même nombre de postes. Donc ça, je crois que ça a permis justement d'avoir un équilibre et de pouvoir s'organiser tout de suite avec une équipe finalement équilibrée et bien répartie sur le territoire. Et vous, à titre personnel, lorsque vous avez vu le contour de cette région, les 12 départements, ces territoires très très différents, ça vous a réjoui ou vous êtes inquiété? Alors on a été un peu surpris quand même dans un premier temps, puisque alors moi qui suis de Poitou-Charentes, on ne savait pas si on allait vers le nord ou vers le sud, si la région n'allait pas être divisée en 2.
peut-être le Nord, Poitou, qui partait plutôt sur le centre, et puis les Charentes qui revenaient vers l'Aquitaine, et puis le Limousin qui s'est adjoint. C'est vrai que ce n'était pas tout à fait une fusion qui semblait dans un premier temps évidente. Après, quand on a commencé à travailler, on y a regardé de plus près, on a vu qu'on avait quand même vraiment un équilibre, à la fois entre les productions, entre les modes d'agriculture, entre les modes d'exploitation agricole. On pouvait être très complémentaires. On avait une grande force viticole, une grande zone d'élevage, une grande zone de culture, de diversification. Et on s'est dit, ça, on peut en faire une force. Et je crois qu'il y avait aussi une seule grande ville ou une métropole, parce que ça, on l'a vu par rapport à d'autres régions. Il y avait des régions qui ont aujourd'hui du mal à fonctionner ensemble parce qu'il y a encore quand même des concurrences entre les grandes villes et puis les grandes instances agricoles. Et en fait, nous, on a très vite travaillé dans une équipe. Alors, une équipe à 12, je crois que finalement, c'est peut-être un bon équilibre, mais très vite, on a pu se mettre au travail et avancer sur le domaine agricole. Alors, on va revenir sur ce domaine agricole au cours de l'émission, évidemment, puisque la Nouvelle-Aquitaine est la région de France la plus importante en termes d'agriculture, mais aussi même au niveau européen. Et on reviendra sur ces points-là. Pascal Chauchefouin, alors si quelqu'un connaît bien cette réforme des régions, c'est bien vous. Vous avez travaillé avec différents collègues sur cette thématique. On a présenté votre ouvrage en début d'émission, « Nouvelle région et métropole, la grande transformation ». Point d'interrogation. Donc évidemment, je vous pose la question, est-ce que ce redécoupage, est-ce que ces fusions, est-ce que tout cela est réussi ou non, après avoir étudié pendant ces dernières années ce travail? Comme tout bilan, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Bon, il faut peut-être rappeler que la fusion des régions avait été définie avec un certain nombre d'objectifs, et notamment celui d'un rayonnement international et d'une visibilité au niveau européen. Donc la question est de savoir si on gagne en puissance économique et en visibilité lorsqu'on augmente la taille. Et ça, on savait dès le départ qu'il n'y avait pas de corrélation entre le PIB par habitant et la taille d'une région. Donc ça, on le savait au départ, tous les spécialistes le savaient. L'autre élément qui a légitimer la réforme des régions, c'est le fait de clarifier les compétences. Et ça, on voit bien qu'il y a véritablement une avancée de ce point de vue-là. On a renforcé les compétences économiques des régions, on a renforcé leur pouvoir d'organisation stratégique. Ça, c'est évidemment très important. Et puis, l'autre aspect, on a créé en même temps, une année avant, en 2014, les métropoles. Donc, c'est un nouveau statut pour un certain nombre de villes en France, une quinzaine de villes. Et cette notion de métropolisation a joué également un rôle important dans la structuration des régions. Alors, du côté du bilan positif, on peut dire que les régions ont un véritable pouvoir d'action. Elles ont des compétences très étendues qui touchent notre vie quotidienne auprès de la jeunesse. Les régions financent la construction et l'entretien des lycées. On a 200 000 lycéens dans la région Nouvelle-Aquitaine. La région finance la formation continue. La région finance l'apprentissage. Donc ça, ce sont des interventions extrêmement importantes. Également, pour les transports, la région s'occupe des transports ferroviaires, transports régionaux. Et c'est un coût extrêmement important, mais absolument essentiel pour les relations entre les territoires de la région. Et puis, comme je l'ai dit, il y a une action économique qui est très importante, notamment auprès des territoires, avec une volonté, on l'a vu dans toutes les régions, de tenter de préserver une cohérence et un équilibre entre les territoires. Les commentaires au début de la réforme consistaient à craindre beaucoup une sorte de centralisation à la fois au niveau économique et au niveau politique sur les villes capitales. Et j'ai l'impression que ça ne s'est pas passé. En tout cas, les collègues qui étudient ces questions-là mettent beaucoup plus en évidence les interdépendances et les interrelations entre les territoires et un véritable effort pour créer de la cohérence avec, dans notre région Nouvelle-Aquitaine, des contrats entre les territoires, souvent les intercommunalités, et la région pour financer des projets de développement. Donc dans notre région, on a 52 contrats de territoire qui permettent de faire du développement. Et côté négatif, eh bien... Oui, pardon. Je vous laisse terminer sur le côté négatif.
Côté négatif, on avait pensé qu'on pourrait réaliser dans un premier temps des économies financières. Bon, ça n'a pas eu lieu, mais encore une fois, les spécialistes n'étaient pas très surpris. On va y revenir sur ce point-là, mais j'aimerais qu'on écoute la personne qui a déclenché en fait cette idée de réformer les régions. C'est l'ancien président de la République, François Hollande, qui dès 2014 a impulsé en fait ce chantier. Il nous explique quels étaient ses arguments. Pour moi, ce n'était pas une question facile parce que je suis limousin, corrézien, très attaché à ce qu'était cette région, son identité. Et donc je me suis posé la seule question qui devait valoir pour un président et pour un corrézien, est-ce que cette grande région va nous permettre d'avoir davantage de solidarité, davantage d'investissement, davantage de soutien pour les lycées et pour les entreprises, puisque c'est les grandes compétences de la région. Et ma réponse a été oui. Plus personne aujourd'hui ne remet en cause les grandes régions. Alors, ils se plaignent, ils disent que, on verra dans la campagne qu'il y a peut-être des économies qui n'ont pas été suffisantes. Mais, aller demander à des candidats de revenir sur les régions antérieures, à mon avis, il y en aura assez peu. Cette réforme, elle a permis de donner le cadre. Maintenant, il y a un manque. Et ça sera d'ailleurs tout l'objet de la prochaine présidence de la République. C'est de donner du contenu. Il faut qu'il y ait davantage de transferts de compétences aux grandes régions. Monsieur Chauchefoin, avec votre regard d'universitaire, donc cette réforme, on nous l'a vendue à l'époque pour une réforme qui allait permettre de faire des économies, notamment des économies d'échelle. On sait qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, même au départ c'est même plutôt un peu plus onéreux, un peu plus coûteux. Oui, parce qu'il a fallu faire de l'harmonisation sur la situation des fonctionnaires de la région. Donc il y a un alignement des primes des fonctionnaires sur le système le plus favorable. Bon, ça c'est pas très étonnant et c'est un élément parmi un ensemble de coûts qui ont été générés par cette fusion. D'autres questions d'harmonisation, notamment des systèmes techniques, des procédures, l'harmonisation des systèmes d'information, ça se fait pas très facilement. Je vous rappelle quand même que cette fusion, elle s'est organisée en un an. Donc c'est très très rapide et ça a demandé beaucoup d'efforts d'organisation. Et puis évidemment, on a, comme je l'ai dit précédemment, tenté de préserver un certain équilibre territorial. Donc on a maintenu un certain nombre de services dans les territoires pour maintenir cette proximité. Donc ça ne se fait pas du tout à coût constant. Et alors il y a un autre élément, c'est qu'il ne faut pas raisonner toutes choses égales par ailleurs. Les régions ont continué à fonctionner, elles ont eu des objectifs stratégiques et quand on prend en charge par exemple les transports scolaires, bien ça c'est coûteux. Luc Servan, vous vous sentez néo-aquitain aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression de faire partie de cette région? Ah oui, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Avec le travail qu'on a pu faire ensemble et finalement la nouvelle agriculture, j'ai envie de dire, que l'on a pu créer peut-être ou mettre en évidence, on sent vraiment qu'il y a une volonté justement par le poids de l'agriculture. Alors quand on dit qu'on est la plus grande région de France et d'Europe, d'ailleurs je le dis aussi parfois, ça veut dire qu'on est quand même une région qui compte, qui a des objectifs, qui a des ambitions et on peut travailler à une échelle beaucoup plus grande avec un conseil régional aujourd'hui qui a aussi des compétences. Compétences économie a été basculée à la région et donc on travaille directement avec le conseil régional. Et l'échelle régionale dans les politiques agricoles communes européennes est reconnue. Donc on a une grande région qui a aussi un peu de moyens, qui veut mettre des moyens sur l'agriculture, qui est reconnue au niveau Europe. Donc on sent vraiment qu'on a un projet commun, on l'écrit avec les collègues, on écrit un projet agricole commun. Et ça, je crois que c'est plus facile quand même quand on a un peu plus de poids économique. Jean Petot, est-ce qu'en termes d'identité, cette fois-ci, est-ce que les Aquitains, les néo-Aquitains s'associent à cette région, ont l'impression de faire partie de cette région, les Picto-Charentais, les Limousins? C'est beaucoup plus compliqué que ce que pouvait être la situation, par exemple, de l'Aquitaine. Quand vous regardiez la concordance, j'allais dire, entre les provinces de l'Ancien Régime et puis les régions définies en 64. Vous voyez que l'Aquitaine, par exemple, vous aviez la Guyenne, qui représentait la quasi-totalité de l'Aquitaine, y compris en incluant le Périgord, et puis vous aviez le Pays Basque et le Béarn, avec Gaston Phébus, dans l'ancien régime. Si vous ajoutez, comme ça s'est fait en 2015, là, le Poitou-Charentes et les Limousins, vous voyez que, par exemple, vous rajoutez 7 ou 8 anciennes
provinces, hein, l'Aunis, la Saintonge, le comté de Poitou, en Limousin, la Marche, et le Limousin, et bien en Corrèze, vous savez que par exemple, on dit qu'il y a 3 Corrèzes. Donc là, vous multipliez les entités culturelles qui ont pu, d'une certaine façon, être porteuses de traditions, d'histoires différentes. Et là, il y a tout un travail, je crois, important pour les nouvelles régions telles qu'elles ont été dessinées. Et je crois que c'est plus facile, effectivement, M. Servan l'a bien dit, en Nouvelle-Aquitaine que, vous voyez, par exemple, en Occitanie, où là, c'est quand même compliqué de faire cohabiter, si je puis dire, Languedoc-Roussillon d'un côté, Midi-Pyrénées de l'autre, à chaque fois avec 6 ou 7 départements chacune, avec 2 entités bien typifiées, j'allais dire, en termes de régions identiques. Pascal Chauchefoin, vous avez aussi beaucoup travaillé sur ce thème, sur le thème de l'identité. Vous partagez l'avis de Jean Petot. Cette région se construit en termes d'identité. Oui, comme le dit très bien. Oui, comme le dit très bien Jean Petot, l'histoire compte beaucoup, hein, la cohérence historique des territoires compte beaucoup, et puis on peut se référer à des régions qui n'ont pas fusionné, et on peut voir aussi que la question de l'identité se pose, évidemment, donc c'est une question éternelle, hein, que mes collègues géographes connaissent très très bien. Il n'y a pas de découpage idéal. Les territoires vécus, les pratiques de nos concitoyens, nos pratiques de mobilité, nos identités familiales, personnelles, font qu'on ne se retrouve pas toujours dans un découpage administratif. La vie des territoires, c'est une superposition de territoires vécus, de territoires institutionnels, de relations sociales, et tout ça ne correspond pas forcément. Alors, on connaît un peu mieux les contours de cette région, mais comment ça marche cette fois-ci? Je propose de regarder justement sur la manière donc du scrutin de vote et comment le décoter, les réponses et le mode d'emploi avec ce reportage. Les élections régionales, comment ça marche? D'abord, mais ça vous le savez peut-être déjà, les électeurs sont appelés aux urnes les dimanches 20 et 27 juin 2021, date fixée pour le premier et le second tour du scrutin. En France métropolitaine, les électeurs des 12 régions sont appelés aux urnes pour constituer leur conseil régional. En Corse, ils éliront les représentants à la collectivité territoriale qui cumulent les compétences de la région et du département. Depuis la réforme du scrutin en 2015, les électeurs doivent choisir une liste régionale composée de sections départementales, liste composée d'autant d'hommes que de femmes. Parlons maintenant des possibilités au soir du premier tour. Une liste remporte l'élection dès le premier tour si elle recueille la majorité absolue. Si aucune d'entre elles n'a obtenu au moins 50% des suffrages exprimés, alors il y a un second tour. Seules les listes étant créditées d'au moins 10% des suffrages le 20 juin peuvent se maintenir. Au-dessus de 5%, on a le droit de fusionner. Une fois le résultat final connu, on peut alors constituer l'Assemblée régionale. La liste arrivée en tête obtient automatiquement un quart des sièges. Le reste est réparti à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, dont la gagnante. Enfin, il faut savoir que les conseillers régionaux sont élus pour un mandat de 6 ans et qu'ils perçoivent une indemnité comprise entre 1 555 et 2 722 € bruts par mois. Quant au président, il peut recevoir jusqu'à 5 639 € bruts par mois. Jean Petot, ce scrutin est-il compliqué, trop compliqué pour intéresser les électeurs? Non, je pense pas. Même s'il faut essayer de bien comprendre le mécanisme entre les sections dites départementales. Hein, par exemple, vous avez des vraies différences. Hein, en Gironde, je crois, il y a le département qui va fournir le plus de conseillers régionaux. Il y en a 48. Et puis, du côté de la Corrèze, on doit être à moins de 10. Hein, voilà. Donc, et même sérieusement moins de 10. Donc, c'est un petit peu complexe, mais le mode de scrutin, après avoir pas mal tâtonné, hein, c'était le cas depuis 1986, première élection de suffrage universel pour les régions, eh bien, on a trouvé depuis 2004 un système qui permet, avec cette prime majoritaire, d'assurer une majorité de gestion tout à fait cohérente. Alors on va voir sur cette palette que le budget annuel de la région Nouvelle-Aquitaine est d'un peu plus de 3 milliards d'euros, 3 milliards 200 millions d'euros pour être précis. Pascal Chauchefoin, pour pouvoir lutter pour que cette région existe, est-ce que ça paraît beaucoup? Est-ce que c'est suffisant pour compter au niveau européen, par exemple? Alors il faut comparer, il faut essayer de ramener ces montants financiers qui sont effectivement très impressionnants à ce que ça peut représenter en termes de dépenses pour les habitants. Donc ce budget de 3,2 milliards, il représente à peu près aux alentours, hein, je simplifie, mais aux alentours de 500 € par habitant.
Alors si on veut comparer avec par exemple ce que dépensent des grandes métropoles, la métropole de Bordeaux dépense à peu près 2 000 € par habitant, et puis la métropole de Lyon 3 000 € par habitant. Donc voilà, c'est des ordres de grandeur qui permettent de comprendre quelle est quelles sont les possibilités d'intervention des régions. Il y a des régions évidemment européennes qui ont des budgets beaucoup plus conséquents et qui peuvent donc développer des politiques plus importantes. La question essentielle par rapport au budget des régions, c'est leur autonomie financière. Leurs recettes sont pour l'essentiel des recettes qui dépendent de choix de l'État. Donc c'est les taxes sur la valeur ajoutée des entreprises, une partie de la TVA, une partie des taxes sur la consommation énergétique. Et donc ces montants-là et ces assiettes sont déterminés par le Parlement. Donc les régions ne sont pas capables de gérer leurs recettes financières. Donc elles sont très dépendantes, et ça c'est un vrai problème. Donc tout à l'heure on parlait des avantages et des inconvénients de la réforme. La réforme n'est pas allée assez loin en ce qui concerne l'autonomie financière des régions, ça c'est certain. Merci Pascal Chauchefoin pour ces éclairages justement très précis. Luc Servan, on a parlé de cette région. Aujourd'hui, au niveau agricole, il y a une situation, mais on doit aller vers quoi? Est-ce qu'il faut changer de culture? Est-ce qu'il faut avoir d'autres projets pour que cette région soit concurrentielle? Alors, on a une région qui est à la fois tournée vers l'extérieur, parce qu'on a quand même des grands produits, alors des grands produits viticoles, des grands produits végétaux ou animaux, qui sont exportés, parce qu'on a une façade atlantique. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une volonté plutôt de la part du consommateur de redemander de la production locale. Donc on sent qu'il y a une relocalisation des productions, et qu'en plus, on a quand même une région qui est très forte au niveau de ces produits agricoles par les produits de qualité et par les signes de qualité. Et donc ça intéresse fortement les touristes qui viennent, ou ça intéresse beaucoup les personnes extérieures à la région qui viennent chez nous, aussi pour consommer des produits agricoles. Donc on se dit qu'on a quand même un potentiel encore qui existe, avec une région qui va être de plus en plus, on l'espère et on le pense, qui va être plus connue à l'étranger, qui va être visible. Et donc du point de vue agricole, ça c'est très intéressant par rapport au tourisme ou par rapport à la production agricole. Et puis aussi, aujourd'hui, on voit bien la restauration hors domicile, les collectivités qui veulent consommer plus local, et d'ailleurs aussi les consommateurs. Donc on va peut-être sûrement recentrer un peu la production à l'intérieur. Et on a aussi aujourd'hui des nouveaux enjeux par rapport au changement climatique, à la biodiversité, par exemple, où il faut qu'on lance là des nouvelles formes d'agriculture. Il y a une transition de l'agriculture qui est en cours, qui va être accompagnée. Et là, je pense que la région est peut-être aussi une bonne échelle pour aller chercher d'autres budgets européens, d'autres budgets au niveau national, ou aussi pour accompagner l'agriculture dans la recherche, dans l'innovation, justement pour faire évoluer l'agriculture. Et là, je pense qu'on a peut-être aussi une bonne échelle. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos collègues agriculteurs? Est-ce qu'il faut envisager de changer radicalement certaines méthodes? Alors, oui, je crois qu'il y a clairement des méthodes qu'il va falloir changer quand on prend en compte à la fois la question du climat, la question de la biodiversité, la question de la demande des consommateurs. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ça ne se fait pas en un an. Il faut quand même de nombreuses années. Il faut accompagner par l'innovation, la recherche, là aussi, les agriculteurs, justement, pour amener ces nouvelles techniques. Il y a toute la question financière, du risque économique aussi pris par l'agriculteur qu'il faut accompagner. Donc, on voit qu'il y a une politique qui est engagée. La région a mis en place Neoterra. Nous aussi, on l'a accompagné, puisque ça permet, ou ça donne en tout cas un programme pour l'agriculture dans les années à venir, vers où on veut aller. Les enjeux, le combat à mener pour les agriculteurs et le regard à avoir, ce sera notamment la politique de l'eau, j'avais presque envie de dire la guerre de l'eau, les bassines dans les Deux-Sèvres, en Dordogne, le lac de Caussade. Ça, c'est le défi pour vous aujourd'hui ? Alors c'est un des grands défis, parce que l'eau est indispensable pour l'agriculture, on voit, et ça peut aussi apporter par rapport à la résilience, on va dire, des exploitations face à la sécheresse, face au gel, à la diversité des productions. L'eau est un enjeu fort, et ça c'est une politique qui peut être menée justement au niveau régional, et je sais que le Conseil régional a pris ça aussi à bras-le-corps, puisque là on est sur des politiques de territoire très larges. Il y a des politiques qu'on peut gérer sur un petit territoire, mais d'autres il faut avoir une vision plus large, et je crois que l'eau est justement un exemple là-dessus. Merci. Jean Petot, pour conclure cette émission et sur un regard plus politique. Tout d'abord, on va voir l'institution à l'heure actuelle, la couleur politique du Conseil régional, qui est donc à gauche depuis 1998. Jean, quelle est la projection de cette institution avec un président qui est là depuis très longtemps? Comment on doit analyser cette situation aujourd'hui? Alors d'abord, il faut savoir que le président sortant, effectivement, sur cette nouvelle région, sur ce nouveau dessin
IN régional, il n'est qu'à l'issue de son premier mandat. Donc c'est vrai que pour les Aquitains, il est dans le paysage régional, si je puis dire, depuis maintenant 98. C'est pas le cas des Picto-Charentais et des Limousins. Absolument. Deuxième élément qui est important, c'est que la région, à mon sens, c'est bien ce qui est ressorti de nos échanges, devient un acteur majeur dans le développement du territoire, globalement. Et c'est intéressant ce qu'a dit Pascal Chevrefroin sur le fait que, par exemple, ce qui était craint un peu en 2015, à savoir une sorte de métropolisation régionale, puisqu'il a fait référence en particulier à la loi MAPTAM qui a été promulguée en 2014 sur les métropoles, eh bien, d'une certaine façon, la politique régionale engagée, et les politiques régionales engagées, d'ailleurs, globalement, sur l'ensemble du pays, quelle que soit la majorité politique, d'ailleurs, ont permis de renforcer des régions qui, jusqu'alors, étaient peut-être un peu moins dotées. Je pense à Limousin et aussi Poitou-Charentes. Et tout dernier élément, je pense que la nouvelle majorité ne pourra pas faire l'économie, effectivement, d'une réflexion importante sur l'écologie. Un mot, Jean, sur l'enquête Ipsos, France 3 et France Bleu, donc sortie le 8 mai dernier, qui permettait d'avoir un premier sondage, en fait. À un mois et demi de cette élection, on va voir cette enquête, ce résultat, qui plaçait Alain Rousset en tête avec 25%, le RN à 24%, La République En Marche Modem à 19%. Que penser de cette première étude ? C'est une mesure à un instant zéro, j'allais dire, une sorte de point de départ. Il ne faut pas y accorder une importance fondamentale. Je crois que l'année 2020 a montré que certains sondages pouvaient être démentis dans les résultats par les urnes. Europe Écologie Les Verts, qui sur cette première étude se retrouve en fait assez loin d'ailleurs. C'est alors, une surprise pour vous. Quand même le score de Françoise Coutan en qui avait 2015, fait un peu plus de 5%. Qui avait fait juste un petit peu plus de 5%, ce qui lui avait autorisé d'ailleurs à s'associer à la liste Rousset. Et bien là, on va bien voir, mais il reste un mois de campagne en espérant qu'il y en ait vraiment une pour que ça se décante, comme on dit, une expression un peu agricole. Merci Jean. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de dimanche en politique. Pascal Chauchefoin à Poitiers, je vous remercie à nouveau. Je rappelle que vous avez donc suivi la publication de ce livre « Nouvelles régions et métropoles, la grande transformation » avec ce point d'interrogation si important publié sous votre direction aux presses universitaires de Rennes. Luc Servant, merci. Jean Petot, merci. Rendez-vous le 20 juin pour le premier tour des élections régionales. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.